on va effectivement reparler d'hydrogène, mais pas seulement, dans le cadre de cette table verte, bon, ça commence mal, table ronde, mais dont l'intitulé est GPL, tout électrique, hydrogène, GNV, enfin c'est un ancien intitulé. Est-il possible de rouler vert à Paris ? Alors, Anne Hidalgo le répète à l'envi, la bataille qu'elle livre dans Paris n'est pas contre la voiture, mais contre la pollution. Et de ce point de vue, on observe une recherche d'alternatives en termes de carburant, entre guillemets, et une multitude de solutions qui émergent, avec des stades de développement aujourd'hui plus ou moins avancés. De la voiture électrique à la batterie telle qu'on la connaît, au biogaz, en passant par l'hydrogène. La plupart de ces technologies sont représentées autour de la table. Et donc, on va essayer de les passer en revue et de quand même un peu challenger leur côté vert ou pas, puisque tel est l'intitulé de la table ronde. Alors, je vais commencer par poser la question à Chloé Pfeffer-Lenoir de Enedis. Donc, comme je le disais, l'électrique à batterie, c'est aujourd'hui la technologie la plus répandue. Mais néanmoins, on imagine bien que dans une ville aussi dense que Paris, il y a quelques enjeux pour que la mobilité électrique traditionnelle fonctionne correctement. Quels sont ces enjeux du point de vue du distributeur d'électricité qui est Enedis ? Bonjour à tous. Oui, donc effectivement, Enedis, c'est le service public de distribution d'électricité et nous sommes pleinement engagés dans le développement de la mobilité électrique. La mobilité électrique, en effet, nous permet de concilier à la fois l'enjeu d'adaptation aux nouvelles modalités de transport dans la ville et de réduction de la pollution locale et des émissions de gaz à effet de serre. Alors très concrètement, aujourd'hui à Paris, c'est 1700 bornes de recharge de véhicules électriques qui sont accessibles au public. Mais au-delà de ce nombre, le vrai enjeu... Ça, c'est celles qui sont installées sur la voie publique, voilà, pas dans les exactement. parkings. Non, mais justement, le vrai enjeu, c'est de pouvoir répondre aux besoins de tous les citoyens qui correspond à chaque fois à un cas d'usage différent. Donc, toujours pour parler très concrètement, nous avons à l'étude 1800 places de parking dans les parkings résidentiels, où l'enjeu là, c'est de simplifier le parcours client, puisque un habitant d'un immeuble collectif doit faire intervenir souvent le syndic, son syndic dans la... C'est le fameux droit à la prise. Là, voilà, c'est ça, c'est le droit à la prise. Donc on travaille, je vous le dis, sur 1800 études à l'heure actuelle. C'est sur la voirie, avec la reprise de l'infrastructure Autolib, 2115 bornes de recharge de véhicules électriques, donc d'ici 2021. C'est pour les parkings concédés, avant 2024, 1500 bornes de recharge supplémentaires. Et ce sont aussi des études que nous menons à l'heure actuelle sur des hubs de recharge rapide pour répondre aux besoins spécifiques de flottes qui ont besoin de se recharger rapidement dans le cadre de leur activité professionnelle. On pense par exemple au taxi. D'accord. Donc ça, c'est, on va dire, pour le véhicule électrique, sachant qu'on est aussi, c'est notre actualité, dans des études et les raccordements d'autres types de mobilité. Par exemple, on vient de raccorder le premier dépôt de bus 100% électrique de la RATP, donc dans le 20e arrondissement. Il y a plusieurs projets, là, c'est le premier. Mais voilà, exactement. Ça, c'est le premier qui est terminé déjà depuis plusieurs mois et qui est un petit peu emblématique. J'imagine que ça s'inscrit dans l'objectif d'avoir une flotte 100% électrique en termes de bus. C'est quel horizon pour la ville, j'entends, enfin la RATP? Alors ça, c'est l'objectif côté RATP, mais l'objectif est de répondre avant tout au plan climat et à l'arrêt du diesel dont la date butoir est en 2024. Ouais. Donc vous voyez, l'enjeu, en fait, il est plus, à l'heure actuelle, de comprendre les besoins et de les anticiper plutôt que technique, parce qu'en réalité, on a un réseau électrique sur Paris qui est suffisamment robuste à la fois pour intégrer ces nouvelles demandes et les pics de charge. Enedis investit à Paris 100 millions d'euros par an dans son réseau électrique, donc on a le temps... Pas uniquement pour la mobilité? Non, pas uniquement pour la mobilité, mais c'est une grosse actualité chez nous. Les études et le raccordement des bornes de recharge électrique, c'est un sujet dans lequel nous sommes pleinement engagés. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est aussi sur finalement des évolutions qui sont progressives dans le temps et donc qui nous permettent vraiment d'anticiper
les infrastructures à mettre en place dans ce domaine-là. J'ai deux petites questions très rapidement. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, le taux d'équipement en bornes de recharge dans Paris, ça n'est plus un frein à l'utilisation de la voiture électrique individuelle? Parce ça fait 10 ans au moins qu'on parle des histoires de poules et d'œufs. Il n'y a pas assez de véhicules en circulation, donc c'est pas rentable d'installer des bornes, mais les gens ne veulent pas acheter de voiture parce qu'ils ont peur de tomber en panne, etc., etc. Alors je sais, les batteries ont progressé, l'autonomie s'est améliorée, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que Paris est une ville facilement accessible pour un propriétaire de voiture électrique, ou c'est en voie de le devenir? En fait, c'est le bon timing et tout est fait pour justement pouvoir remplir cet objectif de plus diesel en 2024. Comme vous l'avez dit précédemment, on était un petit peu sur ce sujet, sur l'œuf et la poule. Maintenant, on a des technologies effectivement suffisamment matures, dont l'autonomie est grandissante, mais correspondent bien à un usage qui est urbain ou périurbain. Et il n'y a aucun obstacle technique, effectivement, au développement de l'infrastructure pour répondre à tous les besoins. Et est-ce qu'il y a des enjeux en termes d'appel de puissance? Parce que ça aussi, on en a. Alors, au niveau national, on entend parfois des projections. Si la voiture électrique se développe beaucoup, si tout le monde recharge sa voiture à 19h en rentrant chez soi, tout va sauter, quoi. C'est ce que je vous ai dit à l'instant. En fait, il faut vraiment bien comprendre que l'enjeu, il est plus dans la compréhension des besoins, aussi l'insertion avec les autres technologies dont on parlera après, mais pas tellement d'un point de vue technique, parce que je vous dis, on a la chance, il faut quand même en profiter, d'avoir ce réseau qui est robuste, et puis on a largement le temps d'anticiper les évolutions, et on les suit, en fait, ces évolutions. On suit les projections du développement de ce type de mobilité de manière serrée. Et puis, je voulais juste ajouter que parce qu'on est cohérent justement avec nos actions, on a déjà nous-mêmes une flotte qui est quasiment tout électrifiée, puisqu'on a plus de 95% de nos véhicules électriques, de nos véhicules d'intervention qui sont électriques. Donc ça fait 358 véhicules dans Paris qui font ces 1200 interventions qu'on mène tous les jours et qui sont aussi équipés de capteurs PolyTrack, dont vous avez certainement entendu parler, qui permettent de mesurer la qualité de l'air au service du projet de la ville de Paris. Et alors, ça évolue dans quel sens, la qualité de l'air? Ça se passe bien en ce moment ou... Alors, je ne suis pas personnellement l'évolution de la qualité de l'air. Je pense qu'il y a d'autres expertises pour en parler, mais ce qui est formidable avec cet outil-là, c'est de pouvoir d'abord avoir un diagnostic pour pouvoir mettre en place des politiques publiques efficaces. Et je pense que c'était vraiment l'objectif avec ce dispositif. Et ça vous permet de repérer les zones en fait les plus mal en point, je dirais, du point de vue qualité de l'air, là où il faut agir en priorité. C'est exactement ça. Donc en fait, ce système de capteurs auquel nous effectivement que nous promouvons quelque part, qui sont installés sur nos véhicules, permettent de repérer ce qu'on appelle les hotspots dans Paris. Donc ce sont vraiment ces zones de pollution spécifiques, et de les repérer permet ensuite de pouvoir étudier quelles en sont les causes, et elles sont diverses. C'est parfois de la configuration. Un feu de signalisation et tout de suite ça va mieux. C'est aussi des histoires de configuration des rues, des bâtiments par rapport au courant des vents, effectivement du trafic routier. Enfin, c'est assez complexe et suffisamment pour que ces données de diagnostic soient importantes. Mais au moins on sait où agir. Voilà, exactement. On cherche les causes du coup. C'était la première étape. Très bien, merci beaucoup. Bertrand Joubert, alors, on a déjà entendu un peu parler effectivement d'hydrogène, on est toujours dans la mobilité électrique. Pourquoi est-ce qu'on parle autant d'hydrogène ces jours-ci? Alors, chez vous, vous allez nous rappeler, mais on vient de nous l'expliquer déjà, que c'était vraiment d'actualité brûlante, mais globalement, c'est un sujet qu'on voit monter depuis quelques mois. Où est-ce qu'on en est dans l'émergence de cette technologie? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais peut-être commencer brièvement par nos actualités de la semaine, effectivement, parce qu'elles sont assez chargées. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de partager des belles nouvelles comme celle-là. La première, Sonia Artignan-Frédou l'a évoqué tout à l'heure, c'est la création d'une co-entreprise entre Michelin et Faurecia pour aller toucher les étoiles.
parce qu'une ambition comme la nôtre qui est de devenir leader d'un marché industriel avec des usines de production de grande série, eh bien, ça demande de mettre du kérosène dans le réservoir de l'avion. On est au moment où les roues... Surtout pas de kérosène, justement. Du kérosène vert. On est au moment où les roues ont quitté le tarmac. Je vais vous donner quelques chiffres. Cette entreprise, elle a été en quelque sorte créée il y a une dizaine d'années par quelques gars dans un garage. Au début de l'année dernière, nous étions encore 50. À la fin de cette année, nous sommes bientôt 200, avec les ambitions de déployer un site industriel majeur et créateur d'emplois dans notre contrée française. Donc ça, c'est une actu majeure. Et puis la deuxième, qui est tout aussi chère à mon cœur, c'est que notre premier client, Renault, a annoncé la semaine dernière l'arrivée de l'hydrogène à son catalogue de véhicules. C'est-à-dire que désormais, quand vous vous demandez si vous pouvez acquérir un véhicule hydrogène, vous pouvez aller dans une concession, demander cette option spécifique pour avoir la technologie. Et le signe que la technologie arrive chez certains constructeurs, on aura l'occasion d'en parler, dans des réseaux de distribution conventionnels, c'est le signe que l'hydrogène, c'est non pas pour 2030 ni pour 2025, c'est pour aujourd'hui, c'est maintenant. C'est une actualité, on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques premières centaines de véhicules particuliers pour des applications taxi ou véhicules utilitaires pour de la livraison, du transport de marchandises ou de services, qui roulent dès aujourd'hui sur nos routes. Alors évidemment, c'est embryonnaire, c'est à l'échelle de l'infrastructure de recharge hydrogène telle qu'elle existe aujourd'hui, mais c'est un premier pas, et soyez convaincus qu'au sein de la filière, que ce soit les acteurs du domaine de l'automobile ou ceux de l'énergie, nous sommes tous mobilisés à faire... prendre de l'ampleur à cette ambition. Et un dernier mot peut-être de complément sur, je dirais, l'intérêt de cette énergie. Pour ceux d'entre vous, peut-être y en a-t-il encore dans la salle qui ne savent pas ce que c'est que l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est tout simple, c'est ça. Okay, donc vous faites passer un peu d'électricité là-dedans, et ça vous fait de l'hydrogène. Si votre électricité est verte, c'est-à-dire d'origine renouvelable, c'est encore mieux, ça vous fait une énergie verte, un pétrole de chez nous en quelque sorte, qui est produit avec notre eau, nos énergies de nos territoires et qui font rouler nos voitures. Et quand on a compris ça, on a compris tout l'intérêt du déploiement de cette filière dans une vraie logique de complémentarité technologique avec les autres options qui sont proposées, celle de réduction de la consommation sur les véhicules thermiques, celle de carburants alternatifs tels que le bio-GNV et bien entendu la batterie, puisque je dirais batterie et hydrogène sont les deux mamelles d'une seule et même entreprise d'électrification de nos plateformes automobiles. Parfait, merci beaucoup. Alors effectivement, on voit qu'il y a l'arrivée d'entreprises historiques et de grandes entreprises que sont Michelin et Faurecia sur ce sujet est un signe de l'intérêt qu'il représente pour tout l'écosystème. Et Christiane Rouillet, vous représentez ici Inomics, j'espère que je le prononce correctement, qui est une entité de EDF que vous dirigez et qui est aussi le signe de l'intérêt de l'entreprise pour l'hydrogène. Que fait exactement Inomics et comment est-ce que vous appréhendez la période actuelle sur le marché hydrogène ? Bonjour à tous. Effectivement, EDF, donc un acteur, un énergéticien très engagé dans la transition énergétique, écologique, a décidé le lancement et la création d'Inomics en ce début d'année. Nous avons estimé effectivement que l'hydrogène est un vecteur de décarbonation de l'économie pour adresser les marchés les plus émetteurs de CO2 que sont l'industrie et la mobilité. Un vecteur de décarbonation de l'économie dès lors où il est produit par électrolyse à partir d'une électricité elle-même décarbonée. C'est la raison pour laquelle, alors même que finalement EDF travaillait depuis quand même quelques temps sur l'hydrogène, nous avons la chance d'avoir un laboratoire en partenariat avec le Karlsruhe Institute of Technology à Karlsruhe, donc le laboratoire IFER qui travaille depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans sur l'hydrogène. Nous avons effectivement décidé de nous investir très fortement dans cette production et commercialisation de l'hydrogène bas carbone. Le premier pas a d'ailleurs été, avant la création d'Inomics cette année, ça a été la prise de participation dans la société McPhy, qui est un fabricant d'électrolyseurs alcalins, une technologie de l'électrolyse, un fabricant français de l'électrolyse,
Et donc, nous avons pris une participation de près de 21%. Et le deuxième, évidemment, step, j'ai envie de dire, a été la création d'Dynamics en cette début d'année. Donc, producteur et commercialisation d'hydrogène bas carbone, décarbonation des deux pans de l'économie les plus émetteurs, l'industrie et la mobilité. Sur la mobilité, nous estimons qu'aujourd'hui, pour faire émerger ce marché de l'hydrogène, dans le momentum actuel, il est absolument impératif de massifier finalement les usages. Et c'est la raison pour laquelle nous adressons prioritairement la mobilité lourde. Alors j'entends par mobilité lourde les bus, les bennes à ordures, les trains, puisque vous savez qu'un certain nombre, et notamment un grand industriel français, fabrique des trains hydrogène. Nous avons également un industriel français qui fabrique qui des roule bus en Allemagne hydrogène. pour l'instant, non ? Pardon ? C'est en Allemagne qu'il y a des Absolument, trains tout à hydrogène. fait. Ce sont des trains qui fonctionnent uniquement à l'hydrogène en Allemagne. 54 rames déjà dans le Schleswig-Holstein de ce grand industriel français. Des bus français également qui circulent à l'hydrogène et qui sont fabriqués dans le sud de la France à Albi. Et bien sûr, à terme, le monde fluvial et le monde maritime. Le monde fluvial avec une ambition forte que nous avons en accompagnant la ville de Paris dans la décarbonation de l'axe Seine-Normandie. Parfait, merci beaucoup. Je suis désolée, je vais un peu vite, mais on a accumulé du retard et on m'a demandé d'essayer de terminer presque à l'heure, donc en commençant très en retard. Ça Alors, l'hydrogène, effectivement, c'est moins connu que la batterie, mais enfin, la mobilité électrique, c'est quand même ce qui reste le plus connu dans les alternatives. Ce qui est moins connu quand même encore aujourd'hui, c'est le gaz. Et donc, Caroline Malplate, vous allez nous parler de GNV, voire de bio-GNV. Comment ça fonctionne et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Okay. Bonjour. Oui, donc effectivement, le gaz, c'est moins connu. Pourtant, c'est une solution assez simple parce que vous en connaissez tous les composants. C'est un moteur thermique comme il y a dans les voitures que vous roulez, que vous conduisez depuis un moment, que les garagistes savent bricoler. Et c'est du gaz naturel qu'on met dedans, comme il y a dans votre table de cuisson, dans votre chaudière. Enfin, voilà. Donc, et en fait, quand on met tout ça ensemble, c'est bien moins polluant que la situation actuelle d'un diesel, puisqu'en fait, on diminue par 20, ça fait moins 95% de particules fines et la moitié d'oxyde d'azote en moins. Donc en termes de pollution locale, c'est nettement bien. C'est pas aussi bon que l'électrique, c'est pas aussi bon que l'hydrogène, très clairement, mais on arrive dans des proportions on commence à mesurer l'infiniment petit dans ces proportions-là. Et par ailleurs, il y a du biogaz. Alors pour ceux qui habitent dans le 12e ou dans le 19e arrondissement, ils ont peut-être une petite poubelle marron. Et je ne peux malheureusement pas avoir cet acte très spectaculaire parce que vous montrez de l'eau et vous dites l'hydrogène c'est ça. Le biogaz c'est des déchets en fait, donc moi je peux pas faire pareil. Mais le principe, on vous en veut pas trop de pas être voilà. venu pour nous montrer ce que c'était. Le principe c'est vous prenez des déchets, donc nos déchets alimentaires dans nos poubelles marron du 12e ou du 19e arrondissement, les effluents d'élevage, les bouts d'épuration, des stations d'épuration. Vous les mettez dans un méthaniseur et ça crée du gaz vert, donc qui est un gaz complètement renouvelable, qui est un gaz qui est vraiment issu de l'économie circulaire, qui est un gaz qui produit de l'emploi local. Ça, on y tient beaucoup. Et là, dans ces conditions-là, si on utilise du gaz en termes de CO2 émis par rapport à une voiture électrique, on est quasiment équivalent parce que le gaz est renouvelable, on n'a pas la batterie, mais en revanche, effectivement, on émet un peu. Donc, mis bout à bout, on est sur des performances environnementales qui sont complètement similaires. Alors, où est-ce qu'on en est sur le GNV ? Le GNV, c'est 26 millions de véhicules dans le monde. C'est assez peu connu, pourtant, c'est une réalité. Et vous allez me poser la question, pourquoi c'est fait ? Alors, je vais vous dire, en France, aujourd'hui, il y a 20 000 véhicules qui circulent au gaz. Il y en a la moitié qui sont des véhicules légers ou des véhicules utilitaires et l'autre moitié qui sont ce qu'on appelle des véhicules industriels, donc vos bennes à ordures. Il y a beaucoup de bennes à ordures parisiennes qui circulent au GNV, beaucoup de bus. Alors à Paris, la RATP a fait le choix d'avoir que des bus électriques dans le centre-ville. En revanche, le mix de la RATP, c'est 1/3 de bus au GNV et 2/3 de bus électriques. Et les camions, beaucoup de transporteurs de marchandises circulent au gaz, puisqu'effectivement, ça donne des autonomies qui sont suffisantes, qui vont jusqu'à 800 km.
et des temps de recharge qui sont assez rapides, c'est 5 minutes, 5-10 minutes. Vous allez me demander pourquoi il n'y en a pas plus. On souffre, nous, du manque de points d'avitaillement. À Paris, il n'y a qu'un seul point d'avitaillement public. Il y en a 20 en Île-de-France. Et pour vous montrer qu'aujourd'hui, en tout cas en Île-de-France, c'est plutôt... c'est principalement utilisé par des flottes professionnelles. C'est qu'il y a 20 stations publiques où vous et moi pouvons aller en Île-de-France, mais il y a 80 stations privées. C'est-à-dire que les transporteurs vont beaucoup créer leurs propres stations pour s'avitailler et pour assurer leur sécurité d'avitaillement. Merci pour ces explications. Alors, je me tourne vers le constructeur automobile de la table ronde, Sébastien Guigues. Alors, vous représentez SEAT, on a dit. Vous, en tant que constructeur, sur laquelle de ces technologies vous misez le plus aujourd'hui? Qu'est-ce que vous préférez et qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous développez comme modèle? Buenas tardes. Alors, je dirais que chez SEAT, on travaille principalement 3 axes. Donc, la réponse est multiple, mais je vais essayer d'être bref. J'ai compris qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le premier axe, c'est le moyen de transport en lui-même. Donc, chez SEAT, on reconnaît volontiers que la voiture, telle qu'on la connaît, n'est pas toujours le meilleur moyen de transport. Et on le dit de façon ouverte, même si c'est notre métier pour le moment de vendre des voitures. J'habite à Paris, le métro, c'est fort pratique. Et marcher, c'est relativement agréable. Donc, ce premier axe, 40% des déplacements se font à pied. Oui, et on n'en parle jamais en fait. Non. Donc ce premier axe, qu'est-ce que peut apporter SEAT sur ces sujets-là? Alors la marche à pied, pas grand-chose, mais par contre, on développe des trottinettes électriques. On a présenté la semaine dernière un scooter électrique. Donc on diversifie notre offre de véhicules. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, il concerne les énergies. Et chez SEAT, on a une conviction, on pense que la pluralité est certainement le futur. Puisque si on en est peut-être où on en est aujourd'hui, c'est une question de saturation. Du CO2, ça existait bien avant l'être humain sur la planète Terre. Le problème, il vient de la saturation, c'est-à-dire qu'on va tous à la même solution. Et donc, c'est un principe basique. Donc, on travaille sur plusieurs énergies. On a la chance de faire partie du groupe Volkswagen. On travaille sur l'hydrogène. C'est surtout piloté par la marque Audi. On travaille sur l'électrique. L'année prochaine, on va lancer 2 véhicules électriques sur le marché français. Donc, l'année prochaine, c'est dans 1 mois et demi. On va lancer 4 véhicules hybrides. On n'en parle pas souvent, mais l'hybride, c'est un bon moyen de transport. On a 2 véhicules au GNV. J'approfondirai dans 2 minutes le sujet. Donc, gaz naturel véhiculaire. On 2 modèles, vous voulez dire? Oui, 2 modèles, oui, pas 2 véhicules. Pardon, 2 modèles, oui. On en a un peu plus de véhicules, merci. Donc, on parlait tout à l'heure de la poule et de l'œuf. Chez SEAT, on s'est dit, les véhicules existent puisqu'on les commercialise déjà dans des pays comme l'Italie depuis fort longtemps. Pour vous donner un chiffre, ça représente presque 40% des ventes de la marque SEAT en Italie, les véhicules au GNV, donc c'est quelque chose d'habituel. Et puis finalement, on travaille en 3e axe qui est comment consommer cette mobilité, c'est-à-dire est-ce qu'on l'achète, est-ce qu'on la loue, est-ce qu'on la partage, etc. etc. Donc quant aux énergies, disons la raison de mon intervention aujourd'hui, elle est surtout liée au GNV, puisque chez SEAT, comme je vous disais, on croit en cette technologie. Les points de recharge sont encore pas tout à fait suffisants, on va dire. N'empêche que cette même histoire, nous l'avons commencé il y a 4 ans en Espagne, donc sur notre marché d'origine, et le nombre de stations de recharge était similaire à celui qu'il y a aujourd'hui en France, 150 à savoir, dont 22 en Île-de-France, si je ne m'abuse. Et la mayonnaise a pris quand même, c'est-à-dire il y a toute une série de gens qui font leur plein de leur véhicule, que ce soit d'électricité, d'essence, de diesel ou de gaz, toute l'année au même endroit. Sauf peut-être une fois par an si vous êtes en vacances, mais sinon, les 53 autres semaines de l'année, vous rechargez au même endroit. Donc il suffit que vous ayez une station de recharge GNV pour que le modèle soit confortable pour vous d'un point de vue usage. Deuxième point de confort, j'aime bien dire de façon vulgaire, c'est un véhicule normal, qui a un prix normal, j'entends par normal le prix d'un véhicule thermique, qui a un aspect normal, c'est un véhicule qui existe d'ailleurs dans d'autres motorisations, et qui se recharge en un temps normal avec une autonomie normale. Donc c'est un véhicule très normal, et je pense que dans cette période de changement, c'est très rassurant quand les gens on est confrontés tous les jours, notamment sur les véhicules hybrides, mais comment je fais cet été pour aller à la plage? Alors, la première réponse, c'est vous n'allez peut-être pas à la plage tous les week-ends, mais la deuxième, c'est avec une technologie comme le GNV, on démystifie tout ça. Donc il reste ensuite le sujet des stations de recharge, bien sûr, sur lequel on travaille et sur lequel il y a des beaux projets, notamment simplement vous dire, peut-être par exemple sur le périphérique, à court terme, ils vont s'ouvrir 4 stations de GNV. Je crois qu'il va y avoir aussi des stations hydrogène qui vont ouvrir dans Paris ou bien en région parisienne. Enfin, il y a des projets, peut-être juste très rapidement, un mot sur les projets, parce que vu qu'on est pris par le temps,
J'avais prévu de revenir vers vous pour vous poser une question sur les projets qui sont aujourd'hui en Île-de-France en cours en matière d'hydrogène. Tu veux commencer, Christelle ? Oui. Hopefully, effectivement, il y a un certain nombre de territoires français en particulier qui sont en train de mettre les watts sur le développement de l'infrastructure de recharge d'hydrogène. Sujet d'infrastructure qui est extrêmement analogue à celui du GNV, je tiens à le dire. C'est-à-dire que, premièrement, l'hydrogène est une énergie qui se distribue et s'opère de façon analogue à un autre carburant. C'est-à-dire qu'elle se produit dans un endroit central, elle s'achemine vers un distributeur et elle se distribue à la station-service en mettant sa carte et en attendant 5 minutes. Effectivement, on a les mêmes enjeux et on adresse aussi les mêmes marchés de gens qui peuvent effectivement 51 semaines sur 52 tourner autour d'une seule et même station. Je laisserai peut-être Christelle compléter sur les chiffres. Alors effectivement, chez Dynamics, nous on a choisi de produire en fait l'hydrogène à proximité de l'usage et à proximité des besoins immédiats. C'est la raison pour laquelle on installe un électrolyseur directement en fait sur les dépôts de bus, sur les dépôts de bennes à ordures, etc., avec une station de recharge à laquelle les bus, les bennes à ordures, les taxis Hype, le cas échéant, puissent venir se connecter. C'est vraiment l'écosystème, tel que d'ailleurs Nadia tout à l'heure le précisait, de créer cet écosystème avec un ensemble en fait de flottes qui vont plutôt, et je vous rejoins sur le fait d'adresser plutôt des flottes captives, professionnelles et ou publiques, avec cette proximité de l'usage et cette proximité de la production. Il s'avère qu'effectivement nous avons développé et sommes en train de finaliser quelques projets sur l'Île-de-France, sur la région parisienne, dans le cadre de l'appel à projet mobilité de l'ADEME, qui est finalement le bras armé du plan Hulot qui a été lancé en mai 2018, des projets qui ont la destination effectivement d'installer plusieurs stations de recharge sur l'Île-de-France. Merci et bravo pour la concision de votre réponse. Et côté GNV aussi, Caroline on privilégie énormément les histoires locales. Je vais vous donner un exemple qui est un joli exemple. Par exemple, la moitié des bus d'Angers circulent grâce au bout d'épuration de la station. Et donc les eaux usées permettent, leurs bouts sont méthanisés, ça fait du gaz et ça permet de faire rouler la moitié des bus d'Angers. Je trouve que ça fait partie des jolies histoires du GNV, qu'il y en aura d'autres. Et pour les stations, juste un point, effectivement aujourd'hui on en a 150 et avec les projets qui sont en cours, l'an prochain on en aura 250. Donc on a des taux de croissance très importants et ça se développe de façon très forte. Il y a des marchés comme les bus ou par exemple les bennes à ordures qui sont des marchés qu'on considère assez mature aujourd'hui pour nous, puisque une benne ou un bus sur 6 qui sont mis en circulation au GNV. Sur les poids lourds, c'est encore plus, ça reste plus mineur, mais les taux de croissance, la proportion de véhicules, camions mis en circulation au gaz double chaque année. Alors, gardez le micro parce que je voudrais aborder un point maintenant, parce que c'est quand même le sujet de la table ronde, c'est peut-on rouler vert à Paris ? Et donc, ma question est concernant le bio-GNV. Est-ce qu'il risque d'y avoir, s'il y a un développement très rapide de cette technologie GNV, des goulots d'étranglement sur la capacité de production du bio-GNV en fait ? Alors déjà, on a déjà atteint l'objectif, enfin on a quasiment presque atteint l'objectif de la PPE, de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui nous fixait un taux de 20% de bio-GNV. L'an dernier, on était à 12%, et là, à la fin de l'année, on sera entre 15 et 20%. Je ne peux pas dire exactement, mais de toute façon, l'an prochain, on y sera. Aujourd'hui, la production de biométhane progresse plus vite que le GNV. On a 1000 projets dans les tuyaux aujourd'hui qui représentent donc des projets qui sont suffisamment avancés pour qu'ils aboutissent dans les 3 ou 4 ans. Alors, on aura peut-être un taux de chute, mais qui représente plus de 20 gigawattheures. Aujourd'hui, la mobilité au gaz, c'est 2 TWh. Parce que le bio-GNV, il est produit à partir des déchets, c'est ça en fait ? Des déchets, des bouts d'épuration, des effluents d'élevage. Ce qui en fait résulte d'une forme ou d'une autre de recyclage, valorisation énergétique en fait. Et on a fait, le gouvernement français a fait un choix que je trouve assez pertinent, qui est un choix différent de l'Allemagne, parce qu'il y a aussi tous les déchets agricoles. Et donc en fait, on n'a pas de culture dédiée en France. Donc vous avez le droit de faire des cultures intermédiaires.
Donc, c'est-à-dire entre deux cultures, entre deux récoltes de blé, vous pouvez faire pousser autre chose, une culture intermédiaire que vous mettrez dans le méthaniseur, mais on n'a pas de sols qui sont dédiés. Parce qu'en Allemagne, il y a une concurrence en fait entre Voilà, les terres et donc agricoles, on évite d'appauvrir entre les sols de cette l'alimentation et les biocarburants. Tous les pays n'ont pas fait ce choix-là, et c'est un choix qui est, c'est-à-dire qu'on est sur une dynamique qui est soutenable. On ne va pas se dire normalement dans 5 ou 10 ans, oups, on a fait une grosse bêtise. Très bien, merci. Alors même question pour l'hydrogène. On a fait un dossier sur l'hydrogène il y a quelques mois à la Tribune. J'avais fait un petit encadré qui s'est intitulé « Toutes les couleurs de l'hydrogène ». Et donc, aujourd'hui encore, quand même, une énorme majorité de l'hydrogène produit. En fait, c'est un coproduit du raffinage, si je ne me trompe pas. Et donc, il est gris et carboné, d'origine fossile. Donc, évidemment, même si en local, l'hydrogène a certains avantages, je crois qu'on est quand même tous d'accord autour de la table que l'objectif ultime, c'est de verdir cet hydrogène. Ça en est où et quels sont les obstacles éventuellement à franchir? Je crois qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher de faire d'hydrogène vert. Alors, madame va parler d'un hydrogène, ne veut pas donner de couleur, mais que moi, je qualifierais de jaune, qui est l'hydrogène, en partie nucléaire. Le jaune, c'est le nucléaire, mais donc vous, il est jaune et vert, en fait, il est décarboné. Alors effectivement, aujourd'hui, l'hydrogène est produit de manière carbonée, très carbonée même, puisque c'est la technique du vaporéformage. Entrée effectivement dans la technique ou la technologie, c'est le craquage de la molécule de méthane, CH4, et donc pour 1 kg d'hydrogène produit, c'est 10 kg de CO2 émis. Donc effectivement, très, très carboné. Et aujourd'hui, c'est 90% de la production mondiale. Absolument, un peu plus même, 95%. Et comme le disait tout à l'heure Bertrand, il montrait l'eau, l'électrolyse de l'eau permet évidemment de produire cet hydrogène de manière bas carbone, c'est-à-dire qu'effectivement, vous installez ce qu'on appelle un stack dans un électrolyseur, vous faites passer un courant, H2O, quelques cours de chimie quand on était encore gamin, eh bien, vous avez de l'eau, de l'H2 et de l'oxygène sans émission de CO2, bien évidemment à partir du moment où l'électricité, comme je le disais tout à l'heure, est produite de manière bas carbone et ou renouvelable. Et c'est d'ailleurs le cas de, ce qui est dans la petite loi énergie, la loi climat qui est sortie donc cet été et qui effectivement définit clairement la vocation ou la volonté du gouvernement, à savoir produire de l'hydrogène bas carbone et ou renouvelable. Alors la différence évidemment bas carbone, ça veut dire en France, grâce au mix énergétique français, de prendre l'électricité du réseau, renouvelable, ce qui veut dire d'une centrale solaire et ou éolien, ce qui n'est pas forcément évident en fonction de l'endroit où on se situe. Et effectivement, cette petite loi énergie permet un soutien, car il est nécessaire d'avoir un soutien à la production de l'hydrogène bas carbone et ou renouvelable. Bertrand Joubert. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, l'hydrogène, ça fait 1 siècle et demi qu'on en fabrique. Et alors, toute la beauté de la chose, c'est qu'on fabrique de l'hydrogène pour fabriquer du diesel. Donc, c'est toujours assez intéressant d'avoir ceci en tête. Et effectivement, dans ce contexte-là, on est très hautement carboné, premièrement, et deuxièmement, très dépendant des ressources fossiles, puisque c'est du gaz qu'on utilise pour faire de l'hydrogène, pour faire du diesel. Et la révolution qui est à l'œuvre, et je pèse mes mots, c'est celui de l'utilisation de l'électrolyse, qui est la réaction inverse de celle qui se produit dans les véhicules à hydrogène, pour synthétiser ce pétrole de chez nous à partir de nos énergies, à partir de notre eau, et avoir ce carburant qui est décarboné et accessible à tous. Et je dirais sur l'ensemble des territoires où nous sommes actifs, que ce soit en France ou ailleurs sur les bases européennes, c'est vraiment le moteur qui unit l'ensemble des acteurs autour de la chaîne de valeur. Que ce soit les gens qui font les stations, les gens qui les opèrent, les gens qui fabriquent les voitures et les usagers finaux, sans oublier bien entendu les responsables politiques territoriales, c'est cet enjeu-là qui nous anime tous. C'est celle de produire notre propre carburant de façon décarbonée et de l'utiliser dans nos usages de mobilité. Et c'est ce qui me donne, je dirais, un optimiste extrêmement fort sur le fait que malgré les coûts qui sont aujourd'hui plus importants sur la technologie de l'électrolyse que ceux du vaporéformage, on arrive année après année à se rapprocher de la compétitivité. Parce que notre projet à tous, c'est de mettre dehors le baril de pétrole. Et justement, c'était une de mes questions. Toutes les solutions dont on a parlé jusqu'à présent,
Dans quelle mesure ont-elles encore besoin d'un soutien public, de subventions, en un mot commençant? Et pendant combien de temps encore? Alors, sur l'hydrogène, très clairement aujourd'hui, oui, il y a besoin de support. Bertrand l'a mentionné sur la partie production. On est encore aujourd'hui, par l'électrolyse de l'eau, difficilement compétitif par rapport à la technique classique du vaporéformage. Et côté véhicule, un bus aujourd'hui hydrogène coûte environ 2 à 3 fois plus cher qu'un bus diesel. Même si, sans rentrer dans des termes trop techniques, on parle de total coût d'acquisition, on se rapproche sensiblement pour une benne à ordures ménagère, par exemple, de celui en fait, du diesel. Il n'en reste pas moins vrai qu'on a effectivement besoin de ces aides-là, et c'est la raison pour laquelle on voit, et on s'en réjouit, foisonner différentes régions qui annoncent des plans hydrogène en France. L'Occitanie l'a annoncé, la Bourgogne-Franche-Comté, le Nord, les Hauts-de-France, et effectivement le plan Hulot a en mai 2018 annoncé avec l'ADEME en bras armés la possibilité d'avoir ces aides tant sur la production que sur l'usage, c'est-à-dire une aide au CAPEX, comme on dit, une aide à l'investissement auprès des collectivités, des métropoles, des agglomérations, pour l'achat de ces bus, de ces bennes à ordures ménagères, etc. Parfait. Et sur le GNV, est-ce que c'est compétitif dès aujourd'hui? Oui, côté GNV, c'est une technologie qui est plus éprouvée puisqu'il y en a 26 millions de véhicules dans le monde. Sur la partie bus et bennes à ordures, alors après, ça dépend toujours du temps, du nombre de kilomètres qui roulent. Globalement, il faut avoir en tête qu'un véhicule au GNV, ça coûte 10 à 20% plus cher qu'un véhicule diesel, mais l'énergie coûte 20 à 30% moins cher. Le gaz coûte beaucoup moins. Donc au bout d'un certain kilométrage, voilà. En fait, ça devient sur les bennes à ordures et les bus, en fonction du taux de roulage, ils s'y retrouvent, et donc ça coûte pas vraiment plus cher à la collectivité et pas vraiment plus cher à nos impôts que d'avoir ces services publics-là qui roulent au gaz, qui circulent au gaz. Sur la partie transport de marchandises, il y a une seule aide qui existe aujourd'hui, c'est le suramortissement, c'est-à-dire que au lieu d'amortir 100% de votre véhicule, vous en amortissez 140 ou 160%. Donc c'est un petit plus de trésorerie. Et ensuite, dans certaines régions, il existe des aides de 6 000 € à l'acquisition. Mais là, pareil, en fait, il y a même des transporteurs aujourd'hui, compte tenu du coût de l'énergie, qui gagnent de l'argent en circulant en gaz. Donc sur la partie véhicule, on n'a pas besoin d'une aide massive. Je ne vais pas vous dire que l'aide de 6 000 €, elle est mieux parce qu'elle incite les gens à y aller et au moins ceux qui ne sont pas convaincus, les sceptiques, ont un intérêt financier supérieur. En revanche, sur le coût de l'énergie, mais on est comme toutes les énergies renouvelables, le biogaz, l'hydrogène vert, l'électricité verte bénéficient des tarifs d'achat, mais ça, je pense qu'on est tous pareils sur ce point. Si vous me permettez peut-être un commentaire sur l'aspect aide pour les véhicules. Je pense que ce qui est important dans l'approche d'une nouvelle technologie, c'est l'aide permet un peu de démystifier, je change de technologie. Si en Italie 35% ou 40%, justement, j'allais vous demander, excusez-moi de vous interrompre, mais ma question suivante, c'était, comme vous avez un point de vue international, comment vous expliquez que dans certains pays, telle technologie décolle et pas dans un autre, ou beaucoup moins vite? Et question subsidiaire, en France, est-ce que la fiscalité est aussi favorable à toutes les formes d'énergie verte dont on vient de parler, ou bien? Alors, c'est un coup de pouce nécessaire et indéniable au démarrage d'une technologie. Une fois que c'est rentré dans les mœurs, aujourd'hui en Italie, il n'y a pas d'aide spécialement importante sur la technologie GNV. Par contre, il y en a eu pendant des années. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui a fait les gens changer de technologie. Mais plus important, et on va en revenir à nos bons vieux diesel, il y a aussi des taxes sur les carburants. Donc pendant des années, les gens ont roulé en diesel parce que c'était moins cher à la pompe. Oui, ça, on s'en souvient bien. Ce qui était partiellement vrai, mais voilà. Oui. Donc c'est tous ces messages-là qui font que moi, je mets dans mon panier un véhicule avec une technologie ou une autre. On va à la pompe quand on roule un petit peu une fois par semaine, quand on roule en électrique un petit peu plus souvent. Mais donc c'est un vrai élément clé, c'est-à-dire le tout n'est pas de donner 6 000 € pour acheter un véhicule. Le tout, c'est le total cost of ownership, combien ça va me coûter, au-delà du fait qu'il faut que j'aille un petit peu plus loin parce qu'il y a un petit peu de apparemment, il y a de la pédagogie à faire parce que l'automobiliste, il a du mal à raisonner en total cost of ownership. Hein. Oui. Et puis ça dépend tellement du kilométrage, etc. Oui. Mais il y a quand même une sensation, et c'est bien parce que je pense que c'est fait pour ça, d'essayer d'éviter les taxes.
quand on optimise son économie personnelle, on essaye, dans la légalité, de ne pas payer trop de taxes. Si demain on me dit que mon véhicule préféré finalement a un malus de 12 000 euros, je vais peut-être changer d'avis. Oui. Et on le voit aujourd'hui. Donc c'est la même chose sur les carburants. Très bien, merci. Alors, Chloé Pfeiffer, je voulais vous reposer une question pour dépasser un peu le sujet de la mobilité individuelle de personnes. Parce qu'en fait, quand on parle électrification des transports, on a parlé des bus tout à l'heure, mais je crois que vous travaillez aussi sur les transports de marchandises avec le port de Paris. Alors, c'est vrai, quand on parle mobilité électrique, on focalise beaucoup sur La les voiture voitures, individuelle. voilà, sur la voiture, sur les bus, mais effectivement, un des grands enjeux des années à venir va tourner autour de la navigation fluviale, qui pour Paris et ses environs représente un grand enjeu économique. Donc c'est le transport de marchandises, des céréales, des granulats, etc. Mais c'est aussi le transport de passagers, puisque quand on pense au tourisme à Paris et Les bateaux-mouches. voilà, aux bateaux-mouches par exemple, on est sur effectivement une circulation de personnes assez importante. Et on a en fait dans toute la flotte de bateaux qui parcourent la Seine, des bateaux qui peuvent fonctionner avec alimentés en fioul lourd et qui ont un impact direct sur la pollution et la qualité de l'air. Donc là où on a avancé effectivement assez vite sur les véhicules, en particulier les véhicules individuels ou les transports collectifs, tout ce qui est navigation fluviale, on n'est pas tout à fait sur le même pas de temps. Mais disons que ça va être un des prochains enjeux des mois et années à venir. En fait, Voilà. vous travaillez dessus. On travaille déjà sur des schémas d'aménagement et d'alimentation, effectivement, des berges de Paris et de ses alentours, tout en imaginant ce que seront les futurs usages de la navigation fluviale électrifiée. Parce que dans les ports maritimes, il y a un mouvement comme ça d'électrification. Oui, on a déjà fait des raccordements commence. pour des flottes, pour des bateaux électriques et puis pour des flottes de bateaux électriques. Il y a déjà de toute façon un besoin d'électricité à quai quand le bateau ne navigue pas. Donc là, c'est plus pour venir alimenter la propulsion électrique des bateaux. Voilà, donc il y a un gros enjeu effectivement autour de la navigation fluviale qui aura un réel impact là pour le coup sur l'environnement. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes et tous.